Vous informer est notre devoir, mesdames, messieurs, c'est l'heure du sommaire. À la une de cette édition, la réception d'une délégation d'hommes d'affaires venus d'Inde, intéressés par des opportunités d'investissement en terre ivoirienne. Vous le verrez dans ce journal, la 8e édition du Meet-up du magazine Sewamag avait pour invité spécial Marie-Laure Adam Kouaro, directrice générale de Adam Multiservice AMS. Sous la direction de son président Jacques Assaoré Conan, le budget primitif 2026 qui s'élève à plus de 21 milliards de francs CFA. Détail tout de suite. Bienvenue sur la première chaîne panafricaine économique que nous sommes. Ouvrons ce journal avec une journée animée à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Entre autres activités marquant cette journée, la réception d'une délégation d'hommes d'affaires venus d'Inde intéressés par des opportunités d'investissement en terre ivoirienne. Et dans la foulée, le président de la CCICI a remis les certificats à des entreprises ivoiriennes marquant la fin d'une formation sur les pratiques RSE. Le compte-rendu de Mondésir Nascimento. La Côte d'Ivoire continue d'attirer les regards des investisseurs étrangers. Ce jeudi, la Chambre de commerce et d'industrie a accueilli une délégation d'hommes d'affaires venus d'Inde. Objectif, explorer les opportunités d'investissement et nouer des partenariats solides avec les acteurs économiques ivoiriens. Mené par Sandep Gupta, représentant de Fortune Group et GAG Group of Company, la mission économique indienne a présenté ses ambitions et ses domaines d'expertise. Ces groupes industriels sont spécialisés dans l'agrotransformation, notamment le coton, le palmier à huile, soja, sésame et karité, mais aussi dans la collecte et la transformation de ferraille. We are here to explore the possibility of putting up a steel plant and an oil processing plant. And we have been here. Nous sommes venus en Côte d'Ivoire, ça fait 4 jours que nous sommes là et nous avons exploré les opportunités d'investir au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire mettre en place une entreprise de transformation de fer et une autre entreprise agroalimentaire, c'est-à-dire la transformation de l'huile. Nous, à la Chambre de commerce ici, nous représentons toutes les entreprises, de la plus petite entreprise à la très grande entreprise et dans tous les secteurs. Je pense que c'est un cadre idéal de dialogue et d'échange. Nous avons environ 43 000 membres de tous les secteurs avec nous. Et non seulement il y a les entreprises en dehors de la Chambre, et les membres de la Chambre sont des opérateurs économiques. Après cette visite, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a procédé à la remise de certificats marquant la fin d'une session de formation dédiée au renforcement de capacités en RSE. Déployée entre avril et mai 2025, cette formation a permis à 200 participants issus du secteur privé d'acquérir des outils pratiques et stratégiques pour intégrer les exigences RSE dans la gouvernance et les opérations de leurs entreprises. Dans un monde où les enjeux environnementaux, sociaux et économiques sont de plus en plus imbriqués, la RSE, cela a été indiqué tout à l'heure, n'est plus un concept théorique. Elle devient un levier stratégique incontournable pour accéder au marché, rassurer les investisseurs, attirer de nouveaux clients et améliorer la compétitivité de nos entreprises. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire est une fêtière regroupant plus de 43 000 entreprises représentant la voix du secteur privé ivoirien. Elle œuvre au renforcement des capacités des acteurs économiques et à la promotion d'un environnement propice aux affaires. La Direction générale de portefeuille de l'État a réuni les entreprises publiques pour un atelier consacré aux conditions d'acquisition des biens et services. Une rencontre destinée à clarifier les règles de passation des marchés, identifier les difficultés, harmoniser les pratiques et améliorer la performance globale du portefeuille de l'État. Générosa Kwadio pour plus de détails. Réfléchir aux conditions d'acquisition des biens et services dans les entreprises publiques. C'est l'objectif de cet atelier, initié par la Direction générale du portefeuille de l'État, réuni autour du thème « Les conditions d'acquisition des biens et services des entreprises publiques et agences d'exécution, état des lieux et perspectives ». Les participants échangeaient sur les mécanismes actuels et les pistes d'amélioration à envisager.
Ces contraintes, si elles ne sont pas analysées avec lucidité, peuvent devenir des freins majeurs à la performance. Nos procédures doivent faire l'objet d'une attention plus accrue si nous voulons que nos entreprises publiques continuent de jouer un rôle majeur dans notre économie. Il s'agira donc de faire une identification exhaustive des difficultés rencontrées par les entreprises publiques dans la passation des marchés, une évaluation de l'impact réel de ces difficultés sur leurs performances. Cet atelier se veut donc un espace de travail participatif orienté vers l'action. Les entreprises publiques et agences d'exécution examinent les difficultés rencontrées dans la passation de leurs marchés et évaluent les impacts sur leurs performances opérationnelles et financières, afin d'aboutir à des recommandations concrètes pour améliorer la qualité et la transparence des processus. L'intérêt d'une telle rencontre, c'est de voir comment est-ce qu'on peut travailler à améliorer les performances des entreprises publiques et donc, in fine, la portée de la politique économique, tout en veillant, on va dire, à la bonne utilisation des deniers publics, puisque certaines d'entre elles reçoivent régulièrement des appuis de l'État. Il y a des règles qui régissent les marchés publics, il y a des entreprises publiques qui évoluent dans des secteurs concurrentiels. Comment est-ce qu'ensemble, on arrive à trouver le meilleur mécanisme pour faire en sorte donc que, d'une part, ces entreprises-là puissent réaliser des meilleurs résultats, nonobstant la concurrence à laquelle elles font face, mais l'État a des règles quand il s'agit donc de l'utilisation de la ressource publique pour faire en sorte donc que cette ressource-là est bien utilisée. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à respecter ces règles également tout en faisant face à la concurrence? Avec 87 entités composant le portefeuille de l'État, dont 27 sociétés d'État et 6 agences d'exécution, cet atelier marque une étape importante vers une meilleure efficacité des acquisitions publiques. Les conclusions attendues devraient contribuer à moderniser les pratiques et à optimiser l'utilisation des ressources publiques. En actualité également, la 8e édition du Meet-up du magazine Sewamag avait pour invité spécial Marie-Laure Adam Kouao, directrice générale de Adam Multiservice AMS en sigle, qui est une entreprise spécialisée dans le BTP. Sa directrice générale est venue donc partager son expérience de bâtisseuse avec les jeunes filles élèves du lycée professionnel des métiers du bâtiment de Koumassi et surtout leur démontrer qu'il n'y a plus de métiers réservés aux hommes. Cette cérémonie d'échange est à mettre au compte de la Fondation Africa Women Initiative qui œuvre dans la promotion du genre. Notre reporter Philippe Zabou était sur place. Les échanges entre la directrice générale d'AMS et les filles du lycée professionnel des métiers du bâtiment de Koumassi ont pris plusieurs formes. Tantôt, c'était une mère qui parlait à ses filles, partageant des conseils précieux pour leur avenir. Parfois, c'était un professeur qui donnait cours à ses élèves ou encore un coach motivant ses protégés afin de repousser leurs limites. Quoi qu'il en soit, elle n'a cessé de leur rappeler qu'il n'y a plus de secteur d'activité réservé aux hommes. Comme je l'ai dit, il le fallait parce que je suis pour des jeunes filles et aussi leur faire savoir que les métiers comme la construction, le bâtiment ou l'aviation civile ou tout autre ne sont pas faits que pour les hommes. La preuve, je suis ici pour leur parler en tant que directrice générale d'une entreprise de promotion immobilière. Je leur souhaite tout le bonheur possible et qu'elles retiennent que personne ne peut définir ton avenir si ce n'est que toi-même. Et ta destinée est entre ta main et elle se construit dès maintenant et aujourd'hui. Des conseils qui ne sont pas tombés dans une oreille de sourd. En tout cas, cette réunion a été fructueuse pour nous parce que j'ai retenu que étant femme, c'est pas facile, mais il faut avoir la persévérance et la confiance en soi surtout. Vu l'engouement des jeunes filles à la cérémonie et la qualité des échanges, l'objectif a été atteint selon les organisateurs de l'événement. Ils ont donc suivi l'invité dans son raisonnement. Plus aucun métier n'est l'apanage des hommes. Donc, dans notre démarche d'autonomisation des jeunes filles et de la femme de façon générale, nous avons décidé d'orienter les femmes vers des formations, vers des métiers. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui, d'abord à choisir notre invité spécial qui est à la une de notre magazine, qui est dans la promotion immobilière, à venir dans cet établissement qui forme au métier du bâtiment. De façon structurée, il n'y a pas de métier d'homme ou de métier de femme. Le travail est à faire sur les femmes elles-mêmes. C'est elles qui ont peur d'aller dans certains secteurs.
Et c'est pour ça que nous, on veut rentrer dans ces secteurs-là pour montrer aux femmes qu'elles ont leur place. Aujourd'hui, les métiers dits d'hommes là, les femmes sont capables de le faire et de le faire même encore mieux. Surtout à cause de la profondeur de la femme et de la capacité de la femme à se passionner pour ce qu'elle fait. Le meet-up de Sewa Magazine avait pour thème « Construire l'avenir, croire en soi et investir dans les métiers du bâtiment pour les jeunes filles ». Dans la commune du Plateau, l'écrivain Amafou Pierre-Stéphane Dibi a procédé à la dédicace de son nouvel ouvrage intitulé « Que d'Ivoire, l'urgence de l'intégrité ». Publié aux éditions L'Harmattan, à travers cet essai, l'auteur tire la sonnette d'alarme sur l'enracinement de la corruption dans la gestion publique et appelle à un sursaut collectif. Il analyse donc les dispositifs existants de lutte contre ce fléau, en relève les limites et propose des pistes concrètes pour instaurer une gouvernance plus éthique. Sandrine Kwame, précision. C'est dans la commune du Plateau, cœur administratif et économique d'Abidjan, que s'est tenue la conférence dédicace du livre Côte d'Ivoire, l'urgence de l'intégrité de Amafou Pierre-Stéphane Dibi, une œuvre engagée qui aborde sans détour la question de la corruption dans la gestion des affaires publiques. À travers cet essai, l'auteur analyse les mécanismes existants de la lutte contre la corruption, en dénonce les failles et propose des solutions concrètes pour instaurer une culture de l'intégrité au sein de l'administration. C'est une volonté de contribuer aux efforts déjà mis en œuvre par nos autorités politiques, administratives, judiciaires, par nos décideurs dans l'ensemble qui ont mis en œuvre pendant ces dernières années des mécanismes, des leviers normatifs, des leviers institutionnels en vue de faire reculer les limites de la corruption en Côte d'Ivoire. Toucher le plus grand nombre de personnes avec naturellement la contribution, le soutien de nos autorités. Vous avez bien entendu dans mon discours, à terme, j'ai bien mentionné que je ne peux pas faire tout ça moi seul. J'ai la bonne volonté, mais ma bonne volonté à elle seule ne suffit pas si je ne suis pas accompagné par nos autorités. En dehors de cette œuvre qui a été publiée par les éditions L'Harmattan à Paris, j'ai rédigé un e-book qui est un petit ouvrage qui a été publié sur LinkedIn et qui s'intitule « La corruption, le deuxième plus vieux métier du monde ». J'envisage continuer, mais pour le moment, on va savourer l'existence de ce premier ouvrage. L'ouvrage met également l'accent sur la nécessité d'une volonté politique forte et d'une implication citoyenne pour faire reculer la corruption sous toutes ses formes. Nous venons d'assister à cette dédicace. Cette œuvre est remarquable par déjà l'intitulé du livre qui est Côte d'Ivoire, l'urgence de l'intégrité. Alors cette œuvre parle de la corruption qui mine notre société. Alors nous devrons, par tous les voies et moyens, faire en sorte de pouvoir éradiquer ce fléau-là. Je retiens aujourd'hui que, d'après ces propos, on n'a pas besoin d'être dans les hautes sphères de dirigeance. On n'a pas besoin d'être, comme on dit, quelqu'un en Côte d'Ivoire pour parler de la question de la corruption, pour dénoncer, pour enseigner, pour éduquer. Avec Côte d'Ivoire, l'urgence de l'intégrité, Amafou Pierre-Stéphane Dibi signe un appel à la responsabilité et à l'action pour bâtir une gouvernance plus éthique et transparente. Autre information, le Conseil régional de Béké a tenu sa 3e session ordinaire au titre de l'année 2025. Des points à l'ordre du jour de cette réunion, le Conseil, sous la direction de son président Jacques Assaouré Konon, a adopté le budget primitif 2026 qui s'élève à plus de 21 milliards de francs CFA. Un budget qui permettra donc d'accélérer les initiatives d'investissement et de développement de la région. Le point de cette réunion avec notre correspondant sur place, Emmanuel Bonzo. Durant les travaux de cette session, les conseillers et leurs présidents se sont penchés sur plusieurs dossiers qui ont porté principalement sur l'état d'exécution du budget modificatif numéro 1 au 3e trimestre 2025 et sur l'adoption du budget primitif 2026. Lors du présent exercice, plusieurs réalisations ont été faites pour améliorer la vie des populations dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'emploi jeune, l'agriculture, l'hydraulique et dans bien d'autres domaines. Des efforts que le Conseil et son président entendent poursuivre tout au long de la mandature. Plusieurs projets de développement seront encore mis en œuvre avec en priorité l'accès à l'eau potable dans de nombreuses contrées
de la région. À cet effet, le budget primitif 2026 de 21 milliards 335 248 000 francs CFA a été adopté pour le fonctionnement du Conseil et l'accélération des investissements dans la région. C'est un budget que nous avons voulu assez progressiste, c'est-à-dire nous voulons que l'ensemble des projets que nous avons projetés de réaliser et qui a commencé depuis 2023, que nous puissions accélérer leur mise en œuvre. En priorité, la question de l'eau dans le Gbeke nous tient à cœur. La question d'école existe toujours. Le centre de santé, le problème existe. La question fondamentale à laquelle nous avons à faire face, c'est la question de l'eau. Nous voulons que dans les 3 années qui viennent, que tous les villages du Gbeke soient dotés d'un point d'eau potable. Et c'est ça notre priorité. Je demande que les populations gardent la sérénité. Et cette façon de faire qui va permettre au conseil régional de continuer ses activités. La seule chose que nous entendons de la population, c'est de demander d'avoir confiance. Parce qu'ils nous ont mis là pour travailler. Et nous allons travailler, nous allons nous battre corps et âme pour pouvoir envoyer le développement dans la région de Gbeke. À l'occasion de cette 3e réunion, le président du conseil régional, Jacques Assaouré Konan, a salué l'esprit apaisé de ses administrés lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025, tout en les invitant à maintenir le même climat pendant les prochaines élections législatives. Parlons éducation dans ce journal. La salle de conférence de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny a accueilli la cérémonie de clôture du projet BioClean, une initiative scientifique majeure financée par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI en sigle. Ce projet conduit par une équipe de chercheurs de l'INPHB visait à développer les solutions biotechnologiques innovantes pour le traitement écologique des déchets organiques et industriels. Charles Kwaku et Inès Nda détaillent. Le projet BioClean s'est donné pour mission de répondre à l'un des défis majeurs auxquels font face les villes ivoiriennes, en particulier celle de la commune de Yamoussoukro. Grâce à une approche basée sur l'utilisation de micro-organismes locaux à fort potentiel dépolluant, les chercheurs ont pu mettre au point des prototypes de bionettoyeurs capables d'accélérer la décomposition et de réduire la toxicité des résidus issus des différents centres de santé de la capitale. Comme vous le savez, ces effluents contiennent beaucoup de résidus médicamenteux et il est important que ces effluents-là soient traités efficacement pour éviter la pollution de l'environnement. Nous pensons qu'avec un peu de financement, nous pourrons passer à l'échelle. Financé par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, en abrégé FONSTI, le représentant a rappelé l'importance de financer des projets à fort potentiel d'impact sociétal. Le projet FONSTI numéro 23, porté par le professeur Yao Benjamin et son équipe de recherche qu'ils ont appelé BioClean, un enjeu crucial à la fois pour la santé publique, la protection de l'environnement et la résilience des infrastructures sanitaires. Marque au contraire le début d'une nouvelle étape de collaboration, d'approfondissement scientifique et d'innovation future. Je suis un homme très content et très heureux aujourd'hui parce que le professeur Yao Benjamin veut mettre à notre disposition ici à Yamoussoukro un appareil qui pourra nous aider à mieux traiter nos eaux. Donc j'en appelle à toutes les autorités, que ce soit nous-mêmes ici à Yamoussoukro et même celles de la Côte d'Ivoire, à avoir un regard regardant sur BioClean pour voir comment à travers cette trouvaille importante INP, nous pourrons faire en sorte que même les ménages, c'est un prototype, mais ça peut se construire à grande échelle. En clôturant officiellement le projet, les parties prenantes ont insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts de recherche appliqués. Elles ont recommandé la mise en place de partenariats avec les collectivités locales et les entreprises gestionnaires de déchets afin d'expérimenter les technologies BioClean à grande échelle.
Place à la culture à présent. Le Gbono marque le nouvel an en pays d'Ega dans le village de Motiamo situé dans la commune de Bandoukou. Afin de promouvoir leur culture et leurs traditions et transmettre un héritage culturel fort aux nouvelles générations, la mutuelle de développement économique et social de Motiamo a fait de ce rendez-vous annuel un festival dénommé le Gbono Festival de Motiamo. Cette année encore, l'événement a rassemblé de nombreux festivaliers. Comme d'habitude, on voit tout ça avec Anissé Kouadio, notre correspondant régional dans le Gantougo. Motiamo, localité située à 5 km de Bandoukou, est en effervescence. Nous sommes au cœur du Gbono Festival, cette activité culturelle et traditionnelle qui marque le nouvel an en pays d'Ega. Les cadres regroupés au sein de la mutuelle de développement de Motiamo ont décidé d'en faire sa promotion afin d'attirer le maximum de visiteurs chaque année pour booster le développement et les activités socio-économiques. Aujourd'hui, c'est la fête qui marque la commémoration du nouvel an en pays d'Ega. Fasse Dieu que l'année prochaine, Gbono Festival 2026 soit meilleur que cette année et que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse le village de Motiamo. Le Gbono, c'est l'ensemble, c'est la nouvelle année qui commence dans le calendrier Dega, chaque année chez les Dega. Nous voulons faire perdurer la chose, il ne faut pas qu'on abandonne cette coutume, parce que c'est une coutume ancestrale. Depuis que le Dega est Dega, ça a toujours existé. Ce grand rassemblement du peuple Dega de Motiamo est marqué par des rites religieux, des danses traditionnelles, des prestations artistiques, promouvoir les richesses culturelles locales du pays Dega qui tendent à disparaître, et un défilé carnavalesque regroupant toutes les différentes couches du village, exerçant dans plusieurs secteurs d'activité qui sont à l'honneur. Cette édition 2025 du Gbono Festival a été soutenue par les autorités administratives et politiques sous le parrainage de l'honorable Maïzan Kofi Noël, député élu de Bandoukou commune et sous-préfecture, par ailleurs directeur général du Fonds de garantie automobile. Féliciter les organisateurs de ce festival. Ça va faire la 3e année consécutive où j'ai été invité pour participer à cette célébration. Cette célébration qui consacre, j'allais dire, c'est vrai, une festivité, mais c'est un moment de nous remémorer de toutes les personnes qui nous ont quittés au cours de l'année. Je crois que la notabilité et l'ensemble du village ont décidé, à travers ces festivités, de faire en sorte qu'il y ait ces retrouvailles. Cette fête traditionnelle dénommée le Gbono est devenue un festival, se veut un creuset de rapprochement et de fraternité et de promotion de la destination Médine Motiamo au regard de son attrait touristique, son apport à la promotion du patrimoine culturel du village et de ses fonctions socio-économiques. Direction le Zimbabwe, qui est le premier exportateur africain de tabac et le 3e à l'échelle mondiale après le Brésil et l'Inde. Alors que la quasi-totalité des expéditions est réalisée sous forme brute, le gouvernement encourage les investissements sur le segment de la transformation pour créer plus de valeur ajoutée. Le président Emmerson Mnangagwa a procédé le 19 novembre dernier à l'inauguration d'une usine de transformation de tabac basée à Lochinvar à Harare. D'un coût total évalué à 100 millions de dollars, ce nouvel investissement est l'œuvre de l'entreprise agro-industrielle Kutrag Processor. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. On se donne rendez-vous le prochain week-end avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.